Bientôt une stèle dans la cour de l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin en souvenir des premiers missionnaires dans le Mossiland. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous témoigner votre fidélité. Tout d'abord, le carnet d'audience du chef de l'État. Dans la matinée de ce mardi, le président Rochma Christian Kaboré a reçu le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et toute son équipe. Il s'agit pour cette nouvelle équipe installée de venir saluer le président du Faso et solliciter son soutien. Nous écoutons le président Élisée Ouedraogo à sa sortie d'audience. C'est depuis la fin juillet que la nouvelle équipe, la CENI, a été mise en place avec la désignation des commissaires représentant les différentes composantes. Et par la suite, il y a eu l'élection du bureau permanent et la prestation de serment bien avant et la passation des services. Et après donc ces actes qui mettent en route la nouvelle équipe dans le cadre du nouveau mandat, nous avons voulu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État. D'abord pour nous présenter l'ensemble de l'équipe pour qu'il prenne connaissance de chacun d'entre nous. Et également, à cette même occasion, nous avons évidemment sollicité qu'il soit attentif pendant tout notre mandat à nos préoccupations en tant qu'institution. C'est comme vous le savez, nous sommes une autorité administrative indépendante, mais il y a un certain nombre d'outils avec lesquels nous travaillons et pour lesquels nous avons besoin que l'État puisse nous les fournir. Il s'agit évidemment des questions liées aux réformes du cadre légal. Il s'agit de tout ce qui peut avoir un rapport avec le processus électoral de manière directe, à savoir la convocation du corps électoral, la convocation des électeurs pour l'enrôlement, tout ce qui est en rapport avec le budget. Vous savez que c'est l'État central qui nous fournit ces moyens pour que nous puissions travailler et remplir les missions qui sont les nôtres. C'est pourquoi nous avons sollicité qu'il puisse nous accompagner, nous soutenir pendant tout notre mandat pour que, pour le besoin de ces outils, nous puissions pouvoir en disposer à temps et pouvoir également donc, mettre en œuvre les différents processus électoraux dans de bonnes conditions. Comme vous le savez, notre pays a entamé un cycle électoral qui visait le renouvellement du personnel politique au niveau d'abord de la présidence du Faso, ensuite au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des conseils des collectivités. Si pour les deux premiers, les élections couplées du 22 novembre ont pu permettre de pourvoir au remplacement de ceux qui étaient là, ou bien évidemment le renouvellement de ceux qui étaient là, pour ce qui concerne le troisième volet, en ce qui concerne les conseils des collectivités, l'Assemblée nationale a décidé de la prorogation du mandat des conseils des collectivités. Cette prorogation était d'une année. Évidemment, nous, au regard donc de cet élément, nous sommes engagés à nous préparer pour travailler en sorte que nous puissions avoir un processus électoral qui permette qu'à la fin de leur mandat, il puisse y avoir un nouveau personnel politique pour les remplacer. Donc, le défi le plus immédiat pour nous, c'est de pouvoir nous préparer, adapter notre dispositif institutionnel pour être le plus efficace possible et le plus près possible pour prendre en charge cette échéance qui est
pour nous, à court terme, donc, les défis majeurs. C'est-à-dire pouvoir donc nous organiser rapidement et pouvoir donc mettre en branle le processus qui devra nous conduire donc à cette élection. Un peu plus tôt et toujours dans les couloirs de la présidence, la chef de la mission de la Banque ouest-africaine de développement BOAD au Burkina Faso, en fin de mission, est allée faire ses adieux au chef de l'État. Alors qu'elle quitte le Burkina Faso, le partenariat entre le Burkina Faso et la BOAD se porte très bien. Elle est au micro du service de communication de la présidence. Nous sommes en fin de mission au Burkina Faso après 6 ans. Et donc nous avons sollicité rencontrer le président du Faso pour lui dire au revoir et lui faire le point de la situation du partenariat entre la Banque ouest-africaine de développement et notre pays. Donc nous avons parlé au président du projet en cours. Nous avons fait le point des engagements à date au Burkina Faso et nous avons saisi l'occasion pour présenter notre successeur, Madame Ado Velandé, qui continuera le partenariat avec le Burkina Faso. Alors, je dirais que c'est un partenariat qui est au beau fixe, c'est un partenariat qui se porte très bien parce que nous avons pu engager des résultats assez confortables. Grâce à ce partenariat-là, nous avons eu l'écoute du gouvernement burkinabé et à sa tête le plus haut responsable. Nous avons eu leur écoute durant toute notre mission et nous pensons que ce sera le cas pour la suite afin que ce partenariat-là continue en se renforçant. Aujourd'hui, les engagements cumulés de la Banque ouest-africaine de développement au Burkina Faso s'élèvent à environ 614 milliards de francs CFA. Alors sur 26 ans, mais sur 6 ans exactement, nous avons fait 61% de ces engagements, ce qui représente environ 317 milliards, je crois. Nous l'annoncions en titre, la région ecclésiastique du Kadiogo, à l'orée de la célébration de son centenaire le 23 octobre prochain, a procédé à la pose de la pierre d'une stèle ce matin à l'église des Assemblées de Dieu de Gunga en guise de souvenir des premiers missionnaires de l'évangile au Burkina Faso. C'est aussi l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Le reportage est signé Antoinette Bénon, Yannick Kabouri. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui savent qu'au Burkina Faso, il y a une douzaine de missionnaires qui sont enterrés ici. Des enfants, des adultes, et qui ont été enterrés à Ouagadougou, ou à Tenkodogo, ou à Yako, ou à Wayugia. Parce qu'à cause de l'évangile, ils se sont engagés, ils se sont donnés. Donc leur sacrifice est utile, il faut qu'on se souvienne. Il faut que les chrétiens se souviennent des personnes qui leur ont dévancé dans la foi et dans le cas du Burkina Faso, plusieurs missionnaires y ont laissé leur vie. Pour marquer d'une pierre blanche ce que recommande la Bible, la région du Kadiogo veut, à l'occasion de la célébration de son centenaire en octobre prochain, inaugurer une stèle en l'honneur des pionniers de l'évangile au Burkina Faso. Cela est vu également comme un signe de reconnaissance à Dieu. La pose de la première pierre de ce monument a été faite à Gunga. C'est une vision que le Conseil général a eue depuis des années et que nous avons déjà fêté le centenaire en janvier. Il ne reste maintenant qu'au niveau des régions que nous puissions faire aussi la nôtre. C'est pourquoi au niveau de la région du Kadiogo, que nous pensons que le centenaire nous incombe beaucoup et c'est ici que les missionnaires sont venus, sont descendus. Donc pour nous, nous voulons fêter le centenaire pour dire merci au Seigneur d'avoir envoyé ces missionnaires et qu'à travers ces missionnaires, nous avons été sauvés. Sauvés par Jésus-Christ. C'est ce qui fait vraiment notre joie et notre force de fêter ce centenaire et de pouvoir construire aussi ce stèle pour dire « Seigneur, voici ceux qui nous ont aidés avec l'Évangile ». Tous seront reconnaissants en voyant, tous ceux qui vont passer ici vont voir que réellement,
le Seigneur a béni le Burkina Faso et que nous avons fait quelque chose qui montre la présence du Seigneur au Burkina Faso. À quoi va ressembler ce monument qui marquera l'histoire de l'Évangile au pays des hommes intègres? C'est un rond-point, un sens giratoire, avec un socle qui fera donc qui sera une Bible ouverte de 70 cm par page et qui sera surmontée d'une stèle d'environ 3 mètres de hauteur. Donc, dimension finie, on aura à peu près, on va avoir une hauteur d'environ 3,80 m, tout fini, à cause des marches pour accéder à la Bible. Sur chaque page, en fait, c'est 4 Bibles qui sont ouvertes dos contre dos, ce qui donne à peu près un carré de 8 pages en tout. Et sur chacune des pages, il sera porté des noms de pionniers, des différents pionniers. Et on retrouvera les premiers missionnaires, le premier groupe missionnaire arrivé en 1921 qui se sont installés à Gouin, auront leur nom sur une page. À leur suite, on mettra donc les premiers disciples, on aura les premiers ministères engagés dans l'évangélisation, etc., etc. Et c'est tout un travail de sélection qui doit être fait. Il sera en béton armé et il sera illuminé pour que ce soit visible même la nuit. La stèle sera construite avec un coût global d'environ 3 millions de francs CFA, a mentionné le président de la région, et ce souvenir est vu comme un exemple pour davantage servir le Seigneur. Et pour être complet sur ce sujet, ce monument historique pour les générations futures est également vu comme une forme d'évangélisation pour inciter surtout les chrétiens à redoubler d'efforts en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Suivez. C'est une forme d'évangélisation et pour ceux qui n'ont pas connu le début, en voyant cela, vont dire réellement nous avons fait quelque chose de bon pour un souvenir, pour laisser, pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est une très bonne chose de construire ce stèle au centre même de l'Église nationale. Est-ce que moi je suis prêt à m'engager jusqu'à ce niveau? Est-ce que je suis prêt à mourir pour un peuple qui a besoin de connaître le Seigneur, qui a besoin du salut? Alors, donc, en fait, le fait de rappeler, de se souvenir de ces personnes-là, va non seulement nous aider à savoir que nous ne sommes pas les premiers, mais que nous devons suivre leur exemple d'engagement, leur exemple de consécration, d'abnégation et de don de soi, parce qu'en réalité, c'est ça que nous cherchons. L'appel a été lancé pour que nous réformions nos voies, c'est-à-dire que nous devons retourner pour regarder ce que les autres ont fait afin de suivre leur exemple. L'Église sera fière, la région sera fière, tous les chrétiens seront fiers de voir ce monument que d'autres n'ont pas eu l'idée de construire, mais au niveau de la région de Kadiogo, nous avons eu cette idée afin de pouvoir laisser quelque chose à nos petits-enfants. Hors de chez nous, à l'international, dans plusieurs contrées du monde, des incendies ravagent des forêts à perte de vue, occasionnant des pertes en vie humaine. Jérusalem n'en est pas épargnée. En effet, un grand incendie de forêt à l'extérieur de Jérusalem que l'on pensait être en grande partie sous contrôle a recommencé à se propager à grande vitesse lundi après-midi. Ont annoncé bien sûr les responsables, la police évacuant les résidents locaux et fermant les routes locales. Le gouvernement en appelle à l'aide internationale.
Des flammes de plusieurs mètres de hauteur ravagent cette forêt depuis maintenant plus de 24 heures. Nous sommes à Beit Meir, à l'entrée de Jérusalem. C'est ici qu'un incendie s'est déclaré ce dimanche. Contrôlées en début de matinée, les flammes ont finalement repris de plus belle. Des centaines de pompiers sont mobilisés, appuyés par des Canadair. Des forces de l'armée israélienne aident également. Mais ce lundi, le commandant en chef des pompiers israéliens réclame l'aide internationale pour mettre fin aux flammes. Les autorités de la région assurent que près de 2000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. À titre de comparaison, l'incendie du Carmel en 2010 avait ravagé près de 5000 hectares. C'est très difficile de voir qu'en quelques minutes, des centaines d'hectares ont disparu dans le feu après avoir travaillé et investi dans cette forêt pendant 40 ans avec les animaux, les arbres, la nature. Et maintenant, nous combattons le feu depuis 24 heures pour sauver ce qui reste de la forêt. Plusieurs localités de la région ont été évacuées, ainsi que les personnes hospitalisées à l'hôpital psychiatrique d'Etanim. Les secouristes assurent lundi que les habitations avoisinantes ne sont plus en danger. Je ne veux pas blâmer les autorités, mais je pense qu'il y aura des leçons à tirer. Mais en tout cas, le plus important, c'est que nous ayons traversé cet événement sans perdre de vie. Et ça, c'est un miracle. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet incendie aurait été causé par négligence, le tout attisé par des températures caniculaires et des vents violents. Ce n'est pas le premier feu à se déclarer dans la région. Ces dernières semaines, plusieurs incendies avaient ravagé des terres israéliennes. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir témoigné votre fidélité. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. En attendant, bonne suite de programmes sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.